quand même sur ce qu'il se passe dans notre communauté. Alors, il faut dire que la situation de George Floyd n'est pas un cas isolé. Okay. Ça fait environ plus de 400 ans que l'Amérique vit ce genre d'incidents. Des leaders ont protesté, ont marché, ont cassé, ont donné des discours d'apaisement, ont appelé à une certaine égalité entre les peuples. Malheureusement, là où le constat il est là implacable. Et donc, cet assassinat est celui de trop. Et c'est ce qui traduit la couleur de tout le monde, la couleur des Noirs, la couleur des Blancs, la couleur des Asiatiques. Et l'effet George Floyd aujourd'hui a pris, tout le monde entier. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, on va revenir un peu sur les circonstances de cette situation. Comment c'est arrivé? Parce que on n'en parle pas souvent, enfin, du moins on n'en a pas parlé. Comment il a été arrêté? Pourquoi d'ailleurs il a été arrêté? Est-ce que vous avez, on va se tutoyer un petit peu. Est-ce que tu as une idée de la façon dont il a été arrêté? Pourquoi on l'a arrêté? Alors, il se trouve que George Floyd est parti dans un on ne va pas dire un supermarché, mais dans un store, voilà, dans un magasin où il a acheté de la cigarette. Et il se trouve qu'il a donné un faux billet de $20. Alors, donc, lorsqu'il a fini de payer, il est revenu dans sa voiture. Et deux jeunes gens qui étaient au comptoir, ceux qui ont réceptionné le billet, sont venus l'interpeller pour lui dire que non, vous nous avez donné un faux billet pour faire l'achat de votre cigarette. Et donc, ils sont repartis dans le magasin et c'est eux qui ont appelé la police. Alors donc, il y a eu une première vague de policiers qui est arrivée. Et il y a d'autres qui sont venus, y compris Chauvin, qui est le meurtrier voilà. Donc c'est parti pour une histoire, on dirait un peu banale, d'achat de cigarettes avec un faux billet de $20. Tout à fait. Alors même en prenant même les raisons de son arrestation, j'ai comme le sentiment que le billet qui est faux, est-ce que il a fait intentionnement, c'est-à-dire qu'il est parti dans la boutique sachant que le billet était faux pour acheter la cigarette? Je ne crois pas, parce que quand il est sorti, il n'a pas fui. Non, manifestement, il n'a pas fui. Les vidéos l'attestent. Il était dans sa voiture. Il était même en train de fumer lorsque la police est arrivée. Voilà. Donc, il ne sait pas qu'il a donné un billet et puis, bon, il a essayé de s'éclipser, tout de suite. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Il était tranquillement dans sa voiture. Voilà. Et ça veut dire que, bon, il n'est pas venu dans l'intention d'acheter de la cigarette avec un faux billet de banque. Bon, on ne peut pas le dire vraiment parce que Floyd lui-même est décédé, mais ce qu'il faut dire, c'est que Floyd aussi a un passé assez sulfureux. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait la prison plusieurs fois. Il était d'abord grand basketteur, basketteur, il a eu, je crois, une bourse pour aller dans une université. Bon, il a eu quelques démêlés avec la police par le passé. Alors, donc, il a quitté, je crois, le Texas pour venir essayer de refaire sa vie à Minneapolis. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est exempt de tout reproche. Son passé quand même. Ça n'a pas milité vraiment en sa faveur. Voilà. Bon, cela dit, mais bon, cela ne peut pas raison. Cela ne peut pas justifier le fait qu'on l'assassine. Tout à fait, parce qu'il n'a pas voulu. Bon, alors. Ce qu'on observe, on remarque, c'est que ce sont des choses, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois, il y a longtemps que cela se fait, mais on observe que les policiers blancs ont cette attitude-là vis-à-vis surtout des Noirs, parce que dans le même contexte, la même semaine, on a vu quelque part, je crois pas, c'était dans un état où un double meurtrier a été appréhendé par des policiers blancs également, mais au contraire, qui lui donnait de l'eau à boire. Oui, vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de thèses qui se développent autour de la formation des policiers.
si vous regardez, il y a dans le corps de police aux États-Unis toutes les nationalités, toutes les races. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des latinos, il y a des asiatiques, il y a des africains, il y a tout le monde. Tout le monde, ouais. Donc, si on part du principe que tout le monde reçoit la même formation, les bavures devaient pouvoir, je veux dire, se repérer dans toutes les communautés. C'est-à-dire que les Noirs auraient pu faire les mêmes bavures sur les Blancs. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Je n'ai pas connaissance de ce que, depuis que je suis là, que un policier noir ait assassiné, ou bien qu'il y ait eu de bavures policières d'un noir à un blanc. C'est toujours d'un blanc à un noir ou bien à une autre communauté. Et donc, cela nous amène à dire que il y a une sorte, un soupçon de parfum raciste dans ces crimes. Parce que dans le cas de Floyd, par exemple, il n'existe aucune académie policière qui forme ces gens à mettre un genou, plaquer quelqu'un à terre lorsqu'il est menotté et appuyer son cou avec un genou. Même dans les dictatures, les pires dictatures du monde, on ne forme pas les policiers à appréhender un suspect de la sorte. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a quand même une dose de racisme dans la manière dont les Noirs et les autres communautés, autres que blanches, sont appréhendés par les policiers. Et puis, quand on regarde bien la vidéo, ceux qui étaient à côté, les passants ou bien des témoins, qui ont dit que, bon, il était en train de le tuer parce que Floyd lui-même disait que je n'arrive plus à respirer, je ne respire plus, je n'arrive pas à respirer, mais malgré cela, le policier continuait d'appuyer, de poser la pression sur son cou. Oui, c'est ça, c'est quand même assez dommage. Et quand vous voyez l'attitude même du policier, c'est-à-dire que Floyd était tellement inoffensif que le policier avait même ses mains dans les poches. Parce que voilà, si Floyd avait représenté un danger en ce moment-là, je ne connais aucun policier qui face à un danger, a ses mains dans les poches. Donc, c'est-à-dire qu'il était inoffensif et ça a duré près de 8 minutes, 36 secondes, je crois. 46 secondes. Voilà, 46 secondes. 8 minutes 46 secondes. Et il y avait, au regard de la vidéo, l'intention de donner la mort. Bon, tout à fait. Alors, quand on regarde aussi, on apprend que ce policier-là, il connaissait bien George Floyd, pour avoir peut-être côtoyé d'une façon ou d'une autre. Oui, une dame qui tient, je crois, un nightclub, dit qu'elle employait les deux, Floyd comme videur, à cause de son gabarit, et le policier Chevin, lui aussi, bon, en tant que je veux dire policier, donc, la sécurité. Voilà, donc, mais elle n'est pas convaincue elle ne sait pas si les deux se connaissaient mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont déjà vus. Si vous êtes videur, c'est pas que Floyd était peut-être DJ ou bien qu'il était serveur, parce que si les deux sont videurs, je veux dire en temps partiel dans cette boîte de nuit, c'est sûr que s'ils n'étaient pas amis, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont au moins vus une ou deux fois, ou bien plusieurs fois dans cette boîte de nuit. Voilà. Alors, les manifestations ont lieu dans plusieurs États, et donc on a vu la réaction du président des États-Unis, le président Trump, qui veut utiliser les forces, les militaires pour essayer de contrer ces manifestations. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Bon, je pense que si vous regardez l'actualité aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que notre président, malheureusement, a une mauvaise lecture de la colère de tout le monde. Même pas de la colère des Noirs, mais c'est de la colère de tous les Américains, et au-delà même de tous les Américains, parce que ils ne peuvent pas comprendre que à un moment donné où le problème du racisme est arrivé à un paroxysme où aujourd'hui il faut prendre des décisions courageuses pour pouvoir une fois de plus trouver des solutions durables à un tel problème. Alors là où on appelle à la réflexion profonde, à des changements profonds, lui il veut bander les muscles. Et si vous regardez par exemple celui qu'on pourrait appeler notre chef d'état-major qui a dit que, bon, hier il a fait une déclaration assez costaud pour dire que
il a servi 50 ans dans cette armée américaine et qu'en 3 ans, il n'a jamais vu un leadership aussi pauvre que celui de Donald Trump. Et quand ça vient, cela vient d'un général, je veux dire, qui a un rang de chef d'état-major, je pense que ça donne à réfléchir. Ouais, ça donne à réfléchir. Dans le même contexte, on a eu la réaction d'un policier, le chef de la police de Houston, il s'appelle Art Acevedo, qui a fait une déclaration très musclée par rapport à l'attitude du président. Est-ce que oui. C'est aussi, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à, parce qu'on s'est dit, mais disons ça, la police, c'est quand même, c'est l'ordre, c'est la discipline. Et faire une sortie comme ça vis-à-vis du président de la République, ça nous donne vraiment la situation telle qu'elle est, ça représente la situation telle qu'elle est. Oui, écoutez, vous savez, la liberté de parler ici est un droit constitutionnel, donc tout le monde l'utilise. Vous avez, bien que vous soyez président, un commissaire de police peut vous dire exactement ce qu'il pense. Tout à fait. Et n'oubliez pas que, je sais pas que j'oublie le nom de ce commissaire-là, mais il est latino. Oui, Art Acevedo. Okay. Acevedo. Oui, Acevedo, il est latino, donc il fait partie de ces minorités et il sait ce qu'il se passe dans sa communauté. Écoutez, ici, je veux dire, en termes de communautés où l'incarcération est assez élevée quand même, on a les Noirs américains qui représentent, qui sont 13% de la population, mais qui est une population fortement représentée dans les prisons, et on a les Latinos. Alors donc, ce qu'il se passe avec les Noirs n'est pas tout à fait différent de ce qui se passe aussi avec les Latinos. Alors donc, la sortie du commissaire Acevedo est un ras-le-bol par rapport à toute cette violence exprimée par la police blanche face aux minorités noires, latinos et autres. Voilà, merci beaucoup. Amis auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Nabo News Radio, vous nous écoutez depuis la métropole de Washington direct. D'ici, nous sommes en direct du studio. Je reçois M. Jean-Basile Ngueta, qui est président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, pour échanger un peu sur l'affaire qu'on pourrait appeler du meurtre ou l'assassinat de George Floyd, ce noir américain qui a été, je dirais, assassiné, parce qu'aujourd'hui on peut le dire, puisque les rapports prouvent vraiment que le policier l'a tué. Et donc, vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook de Luffy. Est-ce que ils sont branchés Oui, on a essayé de synchroniser cette émission qui passe sur le canal Nabo News avec la page de Luffy. D'autres personnes auront le lien, ceux qui vont qui ne sont pas à l'appel en ce moment. Donc, M. Clément Nabo va partager cette... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pour vous dire que c'est une radio communautaire et donc nous essayons de nous rapprocher de la communauté. Alors, cette affaire suscite beaucoup de réactions. Les mouvements continuent, les marches continuent. On pourrait peut-être, Basile, si tu permets, poser le problème de l'implication de notre communauté africaine ici au niveau des États-Unis par rapport à la situation sociale. On ne voit pas trop... Est-ce que tu as connaissance qu'il y a une organisation africaine qui peut aussi s'impliquer, disons, manifester, vraiment lever de la voix également, parce que c'est cela aussi la communauté américaine. Oui, il se trouve que, il faut dire déjà bravo à certains Africains, on l'a vu sur Facebook, qui, de façon spontanée, ont rejoint les marches de protestation, surtout à Washington DC. Mais les Africains sont aujourd'hui en train de s'organiser. Je crois qu'il y a une marche samedi prochain. Je n'ai pas, les contours de cette marche, tous les contours. On pourrait peut-être... Mais j'aurai ça cette semaine. Je suis en contact avec un certain nombre de personnes. Et nous aussi, il va falloir qu'on apporte une certaine solidarité. Parce que ce qui se passe avec les Afro-Américains n'est pas différent de ce qui se passe avec nous. Qu'un policier blanc vous arrête, il ne cherche pas à savoir si vous êtes africain ou bien si vous êtes afro-américain. Vous êtes noir, je pense que ça suffit. Et pour étayer un peu, cette thèse, on se souvient de la mort de, je crois, Amadou Diallo, c'est ça, non, à New York. Oui, Amadou. Ouais, voilà. Oui, voilà. Tout à fait. Et voilà, ce jeune Guinéen qui
qui est sorti de son boulot, qui cherchait à rentrer tranquillement chez lui, et qui a été descendu, assassiné avec 41 balles par la police de New York. Dans l'histoire de la police, jamais un individu n'a été abattu avec plus de 40 balles. Alors donc, pour dire que nous aussi dans notre communauté, nous sommes victimes de cette violence policière, et le moment est venu de nous joindre à ce qui se passe pour manifester une certaine solidarité vis-à-vis de notre communauté, et surtout vis-à-vis de nos frères et sœurs noirs américains. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, les Africains sont en train de s'organiser. Samedi prochain, je sais qu'il y aura une marche. Lorsque j'aurai tous les éléments, on va revenir vers vous, et puis nous allons arpenter les rues de Washington DC avec les drapeaux de nos pays respectifs pour témoigner de notre solidarité à George Floyd et surtout à toute la communauté noire. Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois que ça pose le problème de l'organisation de notre communauté de façon générale. Nos communautés africaines qui sont un peu, je dirais, timides, que ce soit au niveau local, en ce qui concerne les associations, mes compatriotes, les Ivoiriens, que ce soit les autres, sont un peu... ne prennent pas les choses véritablement à bras le corps. Je crois que c'est l'occasion de lancer un appel et leur dire que lorsque vous vivez dans une localité, dans un endroit, il ne faut pas être indifférent de ce qui se passe là. Et donc, il faut qu'on sente également que votre présence, et c'est comme ça, la société impacte les propositions de loi, etc. L'immigration, il y a plusieurs étapes. Et donc, cette communauté africaine, les Ivoiriens, de façon générale, sont un peu timides. Je pense que, sincèrement, cela fait environ 1 an que nous sommes à la tête de la communauté. Il faut que les choses changent. Vous le savez, on a tous rêvé de venir aux États-Unis. On s'est dit, bon, on vient travailler pour certains, on vient finir les études pour d'autres, et puis on rentre à Abidjan, on rentre dans nos pays. Malheureusement, la réalité nous rattrape très souvent sur place, et donc au bout de quelques temps, vous vous surprenez à savoir que bon, vous avez déjà passé 20 ans. Oui, tout à fait. Et que bon, ça passe vite. La probabilité même d'un retour n'est pas garantie. Alors donc, les États-Unis, il faut que les gens se résolvent à comprendre que c'est notre pays. Il y en a, ils sont nombreux ceux qui ont fait le choix d'être citoyens américains. À partir de ce moment, tout ce qui impacte l'Amérique, toutes les décisions de loi vous impactent vous-même. Tout à fait. Il y a en ce moment le census qui est en cours, où bon, il faut s'enrôler, il faut voter. Mais malheureusement, même bien qu'on passe cette information, on invite, ils sont combien qui ont reçu les enveloppes, pour voter, et qui ne le font même pas. Oui. Je parlais avec M. Will Jouando, qui est délégué, un élu de Montgomery County, et qui me disait la seule façon d'impacter pour l'État, d'avoir un impact sur votre communauté, c'est de montrer que vous êtes nombreux. Oui, bonne chose. Et tant que vous n'allez pas vous organiser de sorte qu'on sache que non, le vote africain peut compter dans une élection, le politicien n'est à la recherche que de voix. Parce que si éventuellement vous êtes nombreux, on peut décider de lois qui manifestement impactent votre communauté. Et nous sommes encore à la traîne, à la recherche de nous organiser. Quand malheureusement, c'est ce qui se passe. Quand vous parlez avec les gens, non, écoutez, les Ivoiriens, c'est des colporteurs de mensonges. Bon, donc, il faut dire les choses comme elles se présentent dans la communauté. Alors donc, chacun dans son petit coin, chacun gère sa petite famille, sa petite vie. Et puis, bon, lorsqu'il s'agit d'actions, de grandes actions qui vont impacter notre communauté, tout le monde est réticent. Mais on ne peut, alors qu'on est ici, mais on est plus impliqué dans ce qui se passe à Abidjan, où on doit faire 14 heures de vol pour arriver, et nous sommes ici aux États-Unis. Il y a des problèmes politiques. Combien sont les Ivoiriens qui s'intéressent à la politique américaine? Personne. Personne. Alors donc, je pense qu'il faut s'imprégner de ce qui se passe dans notre environnement. Et aujourd'hui, l'assassinat de Floyd était un wake-up call pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'Africains, pour beaucoup de communautés. Les choses doivent pouvoir bouger pour que nous ayons des communautés, dynamiques,
et pour que nous ayons des communautés qui vraiment travaillent à l'amélioration non seulement de leur propre communauté, mais de leur propre vie. Et c'est de cela, je pense que c'est cette nouvelle direction qu'il faut, je veux dire, aborder. Oui, on peut peut-être rester juste un peu sur le census, qui est une occasion de recensement, mais que beaucoup de nos compatriotes et des Africains également ne prennent pas véritablement au sérieux. Certainement, peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Il y a une possibilité d'information par rapport à cela. Parce que moi, j'ai reçu les lettres, j'ai rempli rapidement, mais je pose des questions à certaines personnes qui ont vu, mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. Ok. Alors, donc, il y a un de nos frères togolais qui est très très impliqué, avec le gouvernement de Maryland, et qui m'a contacté. Alors, très bientôt, on va lancer une campagne de recensement dans nos communautés. Alors donc j'ai été approché par rapport à cela en tant que président des Ivoiriens. Mais ce que nous recevons aujourd'hui dans je veux dire les lettres qui nous parviennent, je demande aux gens de ne pas le jeter et de ne pas jeter ces enveloppes. Tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire que pour ceux qui ont participé aux élections dernières, vos informations sont là-bas. Alors tout ce qu'on vous demande, c'est de cocher le nom des différents candidats, et lorsque vous finissez, vous remettez tout dans le paquet. Vous n'avez pas besoin de mettre d'envoyer ça, en fait, de mettre de timbre là-dessus, parce que c'est prépayé par le gouvernement. Alors, et aujourd'hui, les boîtes, les box de poste, il y en a partout dans les rues. Donc, vous sortez de chez vous, vous glissez ça dedans, et puis, allez, c'est fini, on prend en compte votre voix. Ça prend moins de 5 minutes pour le faire. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans un bureau de vote. Ils ont posté ces informations. Alors donc, nous demandons à travers, je veux dire, cette émission, nous demandons à la communauté de vraiment faire attention à ces enveloppes qui arrivent. Ce n'est pas les enveloppes c'est pas de la publicité. Prenez le soin de lire et puis remplissez et faites-vous connaître au niveau du bureau de vote. Tout à fait. Alors, on revient à notre affaire, à l'affaire de l'assassinat de George Floyd. Il y a eu des réactions, il y a eu des réactions un peu partout. Je crois que Angela Merkel a réagi, elle a dénoncé le meurtre raciste de George. Je crois que le président ghanéen également. Voilà, est-ce que vous en avez une idée de ces réactions? Oui, l'Union africaine a réagi, il y a eu la réaction de la Chine, en France il y a eu des marches. Je pense qu'aujourd'hui, l'effet George Floyd, c'est un peu le levain, c'est ce qui va nous permettre de mettre fin aux inégalités. Au-delà du racisme, ça dit qu'il y a toute forme d'inégalité. Vous allez voir qu'aujourd'hui sur Facebook, ou bien non, sur Instagram, c'est ce que j'ai vu ce matin, les couples mixtes ont commencé à poster. Il y a toute une vague de photos aujourd'hui où vous voyez des mariages mixtes, blanc, noir, blanc, voilà. Et donc, c'est pour dire que, écoutez, nous sommes arrivés à un moment de notre existence, parce qu'on parle d'humanité ici. Est-ce qu'on pourra dire le printemps américain, qu'on a parlé du printemps arabe? Je pense que c'est le printemps américain. C'est le printemps, c'est le printemps américain. Et vous avez, pour ceux qui suivent l'actualité, les démocrates déjà sont en train d'écrire des lois pour qu'il y ait des changements dans la manière dont les choses se passent avec les communautés, les minorités. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que sur le terrain, je veux dire que les inégalités sont peut-être, se passent de façon subrepticement, se passent en sourdine. On n'a pas l'impression que aux États-Unis, vraiment, le racisme c'est fin. Les gens le font de façon sournoise. Exactement. C'est le mot que je cherchais. Tout à fait. Mais quand vous prenez les écoles, quand vous prenez les prêts bancaires, quand vous prenez l'éducation, la santé, c'est là que vous voyez les choses. Je vais vous donner un exemple. Le 31 mai 1921, il y a une petite ville qu'on appelle Tulsa, c'est dans l'Oklahoma. Et c'était la communauté la la plus riche, noire, la plus riche des États-Unis à l'époque. On y trouvait des traders, on y trouvait des médecins, des avocats.
Même des millionnaires avaient commencé dans cette ville. Et la communauté blanche qui était juste à côté a vu en cette communauté une menace. Si ces gens sont riches, ils vont compétir d'égal à égal avec nous. S'ils sont très éduqués, ils vont compétir avec nous. Donc ce jour-là, le 31 mai, il y a eu un incident à l'entrée d'un ascenseur. Et un homme blanc qui était un cireur, on dit qu'il a marché sur le pied d'une blanche. L'affaire a été transformée d'incident mineur pour viol. Les Noirs, le Noir a été passé à tabac par la communauté blanche. Et donc, en moins de 18 heures, tout ce quartier a brûlé. Près de 20 000 personnes se sont retrouvées dans la rue. Le quartier noir. Le quartier noir. Le quartier noir le plus riche. 1921. Une vidéo, une histoire qui est sur YouTube que tout le monde peut vérifier. Alors donc, voici ça. Voici l'Amérique. Et donc, au niveau des réactions, moi j'aurais souhaité aussi, vous le savez, nos chefs d'État africains, lorsqu'il y a eu l'affaire, Charlie Hebdo, vous vous en souvenez? Oui. Il y a eu des marches, oui. En France, oui. On est parti soutenir, tout le monde était Charlie, nos policiers étaient Charlie, nos députés étaient Charlie. Aujourd'hui, on aurait souhaité que tous nos députés, on aurait souhaité que tous nos présidents soient George Floyd aussi. Parce que la communauté ivoirienne, par exemple, aux États-Unis, c'est près de 50 000 personnes. Ouais. Ce qui arrive à George, on ne le souhaite pas, mais peut arriver à n'importe qui des 50 000 Ivoiriens qui vivent ici. Et donc, nos gouvernements doivent être solidaires de ce que nous vivons à l'étranger, de ce que nous vivons en France, de ce que nous vivons aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout. Alors donc, si on a pu hier être Charlie, aujourd'hui, on doit pouvoir être Floyd. Donc, je pense que la réaction la plus vigoureuse devait venir plutôt des Africains. Oui, voilà. Parce que, effectivement, ce que le sentiment qu'ils peuvent avoir, c'est que s'ils ne voient pas leurs frères, parce que nous sommes leurs frères de toutes les façons, impliqués dans la lutte, si on peut le dire, en ce qui est des manifestations, c'est un peu dommage. Alors, je vais proposer une respiration musicale, il n'y a pas de problème, en attendant qu'on y revienne. Hein. Nabo News Radio, la radio qui rassemble. La qualité fait la différence. Belle chanson qui fait la transition, qui nous ramène ici dans le studio avec notre invité Basile Nguetta, qui est président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, UFI d'ici Métro. Nous parlons de la situation malheureuse du décès de George Floyd, cet Afro-Américain qui a été assassiné par un policier blanc, et donc une réaction de toute la communauté américaine, mais de tout le monde entier, puisqu'il y a eu des réactions, on en parlait tantôt, mais c'est là aussi qui donne l'occasion pour nous autres Africains de véritablement nous organiser et de nous impliquer dans tout ce qui se passe ici, dans ce pays où nous vivons. Voilà, alors, monsieur Basile Nguetta, cher frère, alors on continue notre entretien pour dire que qu'est-ce que maintenant nous pouvons, quelles sont les démarches, sinon l'orientation que nous pourrons donner, disons, à nos communautés pour qu'elles soient véritablement impliquées dans tout ce qui se passe ici. Parce que ça aussi, en tant que leader, c'est notre rôle. Tu diriges l'Union fraternelle des Ivoiriens. Les mentalités tardent encore à se réveiller. Et tu l'as si bien dit. Aujourd'hui, on est plus préoccupé par ce qui se passe à Abidjan, le PDCI, le RDL, le FPI, que ce qui nous touche ici.
il y a aussi, regarde par exemple pour la situation du Covid-19, j'ai entendu dire que le Congrès est en train de réfléchir à un deuxième stimulus. Mais voilà des choses pour lesquelles on peut s'organiser pour que ça puisse venir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que c'est une réflexion profonde. Il faut que, en tant que communauté, et c'est pour cela que vous avez vu que moi, lorsque nous sommes venus à la tête de cette communauté, j'ai organisé, on a un groupe WhatsApp. Et vous avez vu que l'objectif, c'était qu'on ait des réflexions, que ce soit un groupe de réflexion. Et ce groupe, dans ce groupe, nous avons tous les présidents de communautés, en tout cas que je connais, nous sommes environ une quinzaine, ce qu'on appelle les infragroupes. Et il faut que ce groupe-là, avec d'autres leaders, ceux qui sont à la tête des ONG, on arrive à trouver des thèmes de réflexion. Comment est-ce que nous pouvons améliorer cette communauté? Parce que l'UFI, c'est quand même 30 ans. Mais en temps normal, aujourd'hui, si on s'assoit, c'est quoi le bilan en termes d'organisation? Écoutez, vous êtes dans la communauté, M. Nabo. Voilà. En termes de bilan. Il n'y a rien qu'on puisse voir. L'UFI, c'est quand même beaucoup de choses. Je ne voudrais pas ouvrir une brèche sur l'UFI. On aura l'occasion de faire une émission spéciale UFI pour en parler, parce que quand même, il faut en parler. Mais je vais dire que la communauté a encore, je le dis, elle dort. Elle dort, elle est encore... et comme on le constate, lorsqu'il y a des élections, tout le monde vient, et puis après, on dort. Les gens se retirent, on ne sait plus, et puis on attend, peut-être dans un an, les élections vont arriver, puis qu'est-ce qui explique cela? La politique ivoirienne impacte les Ivoiriens ici, c'est aussi une interrogation, et tout ça, mais il y a du boulot. Je crois que si cette occasion du décès de Georges peut aider, je crois que ce serait une bonne chose. Comme vous le dites, je pense qu'on aura, c'est pas le but de cette émission, j'ai juste voulu ouvrir une petite fenêtre là-bas, mais ce que nous devons faire, je veux dire que ce décès doit pouvoir nous interpeller tous. Parce que, comme je le dis, nous vivons aux États-Unis, nous y avons de la famille, des enfants. Alors donc, c'est l'occasion pour nous de nous impliquer un peu plus et de ne pas attendre encore qu'il y ait une autre bavure. Pour Tout à fait. Voilà. Qui ne manquerait pas. Voilà. Parce que, écoutez, il y a, comme je le disais, ça fait plus de 400 ans que cela dure. Il y a des gens qui ont marché, qui ont protesté. Il y a Martin Luther King a été assassiné par rapport à toutes ces inégalités, au racisme. Malcolm X y est passé. Alors donc, aujourd'hui, c'est l'assassinat de trop qui doit nous interpeller, qui doit apporter le changement, non seulement dans nos communautés, mais notre façon même d'appréhender l'Amérique. Parce que malheureusement, on a l'impression que nous sommes de passage. Voilà, c'est cette mentalité-là. Voilà, c'est cette mentalité où on se dit, écoutez, si aujourd'hui j'ai 40 ans et que ça fait déjà 20 ans que j'ai vécu aux États-Unis, ça fait que j'ai passé la moitié de ma vie ici. Mais toujours en pensant que je suis de passage. Toujours en pensant que je suis de passage. C'est une mauvaise réflexion. Yeah. Parce qu'ils sont combien aujourd'hui, ceux qui arrivent à faire un retour réussi en Côte d'Ivoire? Mais si on ne peut pas faire un retour réussi en Côte d'Ivoire, pourquoi autant améliorer le cadre de vie ici? Et comment on l'améliore? On ne peut pas être ami avec tout le monde, mais on a besoin de s'unir pour des actions qui vont impacter notre communauté. On ne dit pas de prendre notre téléphone, ou bien, je veux dire, d'aller manger avec les gens tous les jours, ou bien d'aller en boîte. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de problèmes sérieux qui touchent nos communautés, problèmes autour desquels on peut se réunir, apporter des réflexions et améliorer les choses. Et ne pas venir, comme vous le dites, lorsque les élections arrivent, il y a 500 Ivoiriens qui sont là, mais lorsqu'il s'agit, je veux dire, de cotisation, lorsqu'il s'agit de, par exemple, vous faites une activité, personne ne vient. Là, par exemple, je vais en profiter pour le dire, notre vice-présidente Sandrine, docteur Sandrine Kwasi et Madame Louis-Guy Catier préparent, je veux dire, une conférence via Zoom sur l'impact du Covid sur les femmes ici. Et c'est l'occasion pour moi de demander aux femmes
de participer, parce que le Covid, ce confinement, nous affecte d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je veux dire, les rapports sont clairs en termes d'impact psychologique sur la communauté, sur les foyers. Et donc, c'est une opportunité. La conférencière, c'est Mme Lugui Katié, qui est, je crois, préparé un doctorat en médecine, et donc qui s'y connaît bien dans ce domaine-là, et qui va parler de cela. Et nous voulons profiter de ce micro pour dire vraiment merci au bureau de l'UFI, merci à la vice-présidente Sandrine qui a mis ce programme sur pied, et je vois à travers Facebook, il y a un engouement des femmes déjà autour de là. Mais donc, c'est un événement qu'il faut véhiculer, dont il faut faire la promotion pour qu'il y ait une forte participation. Tout à fait. Alors, en revenant toujours à notre sujet du jour, il y a eu la cérémonie d'hommage, pour ne pas dire les funérailles de Georges. C'était le jeudi dernier, une grande cérémonie, n'est-ce pas, avec des discours, des allocutions qui étaient très fortes. Oui, je pense que Floyd a, comme je le dis, c'est l'assassinat de trop, mais ça arrive aussi dans un contexte où les Américains ne sont pas au travail. Nous avons plus de 45 millions d'Américains, je crois 41 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi. Nous avons 90% des Américains qui travaillent à partir de la maison. Les universités sont fermées, les écoles sont fermées, tout le monde ne travaille pas de la maison. Et donc, quand vous avez tous ces ingrédients mis ensemble, et qu'il y a une telle bavure policière, il y a d'abord les frustrations antérieures, les meurtres et les assassinats antérieurs. À cela, il faut ajouter le contexte économique extrêmement difficile. Il faut ajouter aussi une crise sanitaire extrêmement difficile, mal ou bien gérée, ça dépend des positions. Et donc, c'est tout ça mis ensemble qui nous a amené, je veux dire, à ce qui aujourd'hui paraît comme un cocktail Molotov. Et donc, voilà, ça a été l'explosion. Un autre aspect que je voulais relever ici, peut-être avec toi, c'est le temps mis pour, je crois que les 3 policiers qui étaient impliqués ont été, disons, inculpés, ont eu des sanctions également. Mais pourquoi ça a mis tant de temps? Parce que, je ne sais pas, mais on nous apprend qu'on a découvert qu'il était atteint du Covid. Est-ce que ce n'était pas une façon de détourner un peu comme ils ont l'habitude de le faire pour essayer et puis bon, d'autres substances qu'on a trouvées dans son corps. Cette façon habituelle de détourner, disons, l'attention des gens sur ce qui s'est réellement passé, qui est l'assassinat, qui met en nu le racisme disons, des officiers blancs. Oui, je pense qu'au début, les gens avaient voulu, comme à leur habitude, couvrir cet assassinat. Alors, donc, on a évoqué, par exemple, qu'on a trouvé de la phétanol dans son système, dans son sang. La phétanol qui est une drogue synthétique bon marché, mais qui a des dégâts, je veux dire, assez inquiétants. Et donc, ce meurtre a été qualifié d'abord d'assassinat au 3e degré. 3e degré, voilà, 3e degré. Avant que les gens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas intention de tuer, ce que ça voulait dire, donc c'est juste une bavure. Avant que les manifestations contraignent les gens à reconsidérer, je veux dire, le crime. Les peines. C'est lorsqu'ils ont vu les vidéos, en fait. Exactement. En réalité. Exactement. Et qu'on parte de 3e maintenant au deuxième degré. Alors, donc, ce qui se passe, c'est ce que vous voyez et ce qu'on a toujours vu avec la police, la justice. C'est-à-dire que on a l'impression que il y a une licence pour tuer les Noirs, et c'est impuni. Et il faut mettre vraiment fin à cela. Et donc, la vague de protestation à travers les États-Unis, les gens se sont dit, bon, écoutez,
je pense que cette fois-ci, nous sommes allés un peu trop loin. La vidéo est tellement claire qu'il fallait, comment on appelle ça, une autre expertise en termes d'autopsie pour montrer que non, il a été étouffé. Et il est mort, c'est ce qui a causé, je veux dire, son décès, mais pas tout ce qu'on a pu raconter, la phétanol, voilà. On dit qu'il était sous l'effet de la phétanol, il était sous l'effet d'alcool. Je pense que c'est pas ce qui... Voilà, alors, en tout cas, amis auditeurs, vous qui nous suivez, vous qui nous prenez en marche, vous nous suivez sur Nabo News Radio, c'est depuis la métropole de Washington DC. Notre émission s'achève. Nous avons avec nous M. Basile Nguetta, qui est président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, d'ici métro. Nous parlons de la triste situation du décès, je pourrais dire du meurtre de George Floyd, c'est la semaine dernière, et donc on donne les raisons et disons pour nous aujourd'hui essayer de lever le coin de voile sur cette forme déguisée du racisme utilisée par disons les officiers blancs. Alors Basile, voilà, notre émission prend fin. En tout cas, merci de nous avoir honoré de ta présence. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous écoutent en termes de comme ton mot de fin? D'abord, je voulais dire merci au canal Nabo News, LCNN, c'est comme cela, alors qu'on l'appelle, et ce merci au nom du bureau exécutif de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Je pense que ça a été un moment d'échange assez fructueux et que nous avons, c'est vrai qu'on n'a pas pu éplucher. On peut pas. Voilà. C'est des choses qui sont là depuis des centaines d'années. En une heure de temps, on ne peut pas. Le problème du racisme aux États-Unis peut faire l'objet de thèses et d'encyclopédies. Donc, on a essayé de vraiment essayer de s'accrocher à l'actualité. Et je pense que le moment est venu pour l'Amérique de se sublimer, d'apporter une réflexion profonde dans sa façon de traiter les minorités et de prendre des décisions courageuses. Vous le savez, on est raciste parce qu'en face, on a peur de celui qui est devant. Et c'est la méconnaissance de l'autre qui fait que souvent on est offensif, on se rétracte et on tombe dans les préjugés. Je pense que l'heure est venue aussi pour les Noirs, pour nous, de nous soutenir, d'être un peu plus solidaires entre nous. Et je pense que ce décès est vraiment, va permettre, au regard des propositions de loi déjà que les démocrates font, je pense qu'il y aura vraiment un changement profond. Vous le savez, le racisme, pour finir là-dessus, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas inné le racisme. On apprend à être raciste. On apprend à être xénophobe, on apprend à détester l'autre. Et donc, ce n'est pas que c'est congénital, non. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors, si on apprend à être raciste, ça veut dire qu'on peut faire le voyage inverse, au retour, le voyage inverse, et puis apprendre aux gens à s'aimer. Et donc, c'est sur ces mots que je voulais vous dire merci et inviter notre communauté à s'aimer un peu plus pour que nous arrivions à bâtir vraiment une communauté solide. Vraiment, c'est notre ambition, c'est ce que nous avons essayé nous avons promis aux Ivoiriens. Notre slogan de campagne, c'était bâtir une communauté de destin. C'est difficile, ça demande beaucoup de travail, il faut changer les mentalités, mais je pense que petit à petit, nous allons y arriver. Je voulais vous dire vraiment merci Clément pour cette opportunité et inviter nos frères. Il y a de la communauté, il y a ce genre de plateforme qui permettent de s'exprimer, de parler de la communauté, de parler de ce qui se passe autour de nous. Et donc vous inviter à participer à ce genre d'émission. En tout cas, moi et mon bureau, nous restons disposés à faire entendre notre voix sur toutes les plateformes, sur toutes les radios et toutes les télévisions de notre communauté. Vraiment merci et passez un très bon week-end. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Jean-Basile Nguetta, président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Amis auditeurs, restez connectés. Notre programme continue. Cette émission sera rediffusée dans 2 heures. Il suffit d'aller justement sur toutes les plateformes que vous avez pour nous écouter. Et donc, rappelez-vous que la semaine prochaine, nous aurons une manifestation dans le
même cadre pour apporter notre soutien, disons, à la communauté noire ici, noire américaine. Toutes les informations vous seront données. D'ici là, bonne soirée chez vous, bon week-end chez vous. Je vous propose cette chanson pour vous souhaiter bon week-end. Navo News Radio, la radio qui rassemble. La qualité fait la différence.